Bonjour à tous, bienvenue dans l'enceinte de la manufacture des tabacs qui est l'un des 3 sites de l'Université Toulousain-Capitole. Nous poursuivons aujourd'hui l'examen des désignations qu'occasionne le jugement d'ouverture des procédures collectives en nous intéressant tout particulièrement au rôle qu'est susceptible de jouer ce professionnel de l'économie, du droit et de la finance, celui qui mieux que quiconque allie le droit avec les chiffres, j'ai nommé l'administrateur judiciaire. Or, qui de mieux qu'un administrateur judiciaire précisément pour nous dévoiler les arcanes de cette profession ? Aussi, je remercie Maître Philippe Thiollet d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. Bonjour à tous. Maître, est-ce que vous pourriez d'emblée nous préciser qui est l'administrateur judiciaire et ainsi quel est son rôle ? L'administrateur judiciaire est un mandataire de justice. Donc le point de départ de sa mission, c'est une décision de justice. Donc c'est un professionnel qui est formé à la fois en droit et en gestion et qui est amené à travailler sur ces 2 disciplines de façon concomitante dans le cadre de ces différentes missions. Et malgré ce rôle crucial qui est appelé donc à jouer l'administrateur judiciaire, il n'en demeure pas moins que nous savons que sa désignation sera imposée qu'au-delà de certains seuils. Qu'en est-il justement en deçà de ces seuils ? Alors nous pouvons regretter le passage du trop au trop peu. C'est vrai que certaines juridictions ne désignent pas d'administrateur en dessous des seuils. Alors le spectre du coût de l'administrateur judiciaire est devenu un critère absolument déterminant. Pourtant, c'est un faux ami que ce spectre du coût de l'administrateur judiciaire, parce qu'on se rend compte que sans administrateur judiciaire, certaines procédures, certaines règles, on va plutôt dire ça comme ça, du droit des entreprises en difficulté, ne sont pas nécessairement faciles à faire respecter. Je pense aux défauts de paiement de créances antérieures ou à la génération de dettes postérieures. Alors, ce n'est pas jeter la pierre, bien évidemment, à nos confrères et consoeurs mandataires judiciaires qui n'ont pas cette mission et qui ne peuvent pas, en plus de leur mission, assumer cette surveillance qui est celle dédiée à un administrateur judiciaire. Quels sont donc plus concrètement les mérites justement à cette désignation facultative ? Et inversement, quels seraient donc les principaux inconvénients ? Alors, je vais plutôt vous parler des mérites. Les inconvénients, effectivement, sont ceux que j'ai pu évoquer. Ils sont relatifs au coût. En tout cas, c'est l'indication qui nous est fréquemment opposée. Les mérites sont celles clairement d'un accompagnement, généralement d'un dirigeant qui ne peut pas lui-même trouver la voie dans une procédure qui reste très compliquée. Donc cet accompagnement, quand la procédure est composée d'un peu de complexité, cet accompagnement est absolument impératif pour permettre au chef d'entreprise de se concentrer sur la gestion de son entreprise, sur le développement de son activité, et ne pas se focaliser sur des domaines qui sont plutôt l'apanage de l'administrateur judiciaire. Et même si vous les avez évoqués à demi-mot, outre les pouvoirs qui lui sont donc spécifiquement attribués par la loi, je pense notamment à l'élaboration du bilan économique et social, ou encore à la continuation des contrats en cours, ou encore à son intervention dans le cadre du fonctionnement des comités de créanciers. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelles sont donc les missions qui lui sont attribuées spécifiquement par le tribunal qui l'a désigné ? Alors, il y a peu, les tribunaux s'écartent relativement peu des missions types qui sont définies par le texte. Généralement, on peut avoir des définitions, des cartographies de missions un petit peu plus précises dans le cadre, par exemple, d'une co-administration judiciaire où le tribunal peut décider d'attribuer tel rôle à l'un des administrateurs judiciaires et tel autre rôle à l'autre administrateur judiciaire. Je prends un exemple, dans le cas d'une session, par exemple, à la barre du tribunal, le tribunal peut considérer que l'un des administrateurs judiciaires aura pour mission de veiller au suivi de l'activité de la trésorerie en période d'observation, alors que pour l'autre, la mission sera plutôt celle de mettre en œuvre le plan de session et d'analyser les offres et les présenter au tribunal. Voilà un exemple de répartition. Je souhaiterais par ailleurs profiter de votre présence pour vous interroger sur cette vision caricaturale qui, trop souvent, à mon sens, est enseignée aux étudiants, celle qui conduit à opposer l'administrateur judiciaire au mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire serait ainsi en charge de la défense de l'intérêt de l'entreprise, tandis que le mandataire judiciaire serait en charge de la défense des intérêts des créanciers. Que pensez-vous de cette opposition ? Est-elle réelle ou à défaut, puisque j'en doute, pourriez-vous nous entretenir du dialogue qui se noue et qui se joue entre ces professions ? Ce dialogue est essentiel et cet échange dans un cadre confraternel est la garantie d'une bonne poursuite en période d'observation. Tout est beaucoup plus compliqué si les 2 professionnels ne collaborent que mal. Donc on est toujours en recherche effectivement de ce point de contact et de cet échange dans un cadre confraternel. Je crois pour autant que chacun
doit tenir sa place, c'est-à-dire que le mandataire judiciaire représente les créanciers, l'administrateur judiciaire est là pour aider l'entreprise à trouver la voie de la sortie. Donc, en résumé, la collaboration, la coopération, l'échange confraternel, oui, mais il ne faut pas que ça se transforme en consensus à tout prix. Donc, trouver ce juste équilibre est absolument fondamental. Si je reprends vos mots, de la collaboration, de la coopération, mais quelles sont, d'après vous, les autres qualités que l'on peut attendre justement d'un administrateur judiciaire? Qu'il soit d'abord lucide sur la situation vécue par l'entreprise et son dirigeant. Je dirais que c'est la première des qualités attendues. La deuxième serait pour moi le courage de tirer les conséquences de certains constats lucides qui sont faits. Ce courage est absolument essentiel. Sans cela, on peut prendre des directions qui, in fine, ne serviront pas l'entrepreneur et l'entreprise. Donc il est absolument essentiel de s'attacher à cette lucidité et au courage qui en découle. Bien évidemment, cette vision ne doit pas être qu'une intuition, elle doit être fondée, mais je dirais que l'expérience, l'accumulation des dossiers, la gestion des dossiers, permet d'avoir une capacité à capter tous ces signaux faibles qui nous sont donnés sur un dossier et qui permettent finalement de transformer cette intuition en quelque chose de beaucoup plus rationnel et de beaucoup plus fondé. De la lucidité, c'est certain, et il me semble évident à vous écouter que derrière le masque de l'auxiliaire de justice se cache souvent une profonde empathie à l'endroit justement de ces chefs d'entreprise en difficulté. Ceci, en réalité, me conduit naturellement à vous interroger sur les bonnes pratiques à observer et peut-être cette juste distance à conserver lorsque vous êtes justement désigné pour redresser une entreprise. Je crois que la première des barrières et des garanties à observer, c'est le défaut d'a priori sur un dossier, qu'il soit favorable ou défavorable d'ailleurs, parce que cet a priori pourra entraver la juste perception que l'on peut avoir du dossier et pourra entraver notre libre arbitre. Donc c'est un point absolument essentiel. Les bonnes pratiques, je vais plutôt parler de méthodes plutôt que de bonnes pratiques. Je crois qu'il ne faut rien sacrifier aux méthodes et que la rigueur, la régularité, le respect des modes opératoires qui sont les nôtres sont absolument nécessaires. Même si les dossiers peuvent parfois se prêter à un traitement un petit peu différencié. Je pense notamment aux procédures dans lesquelles l'administrateur judiciaire est désigné à contretemps. Une période d'observation s'est déjà déroulée sans administrateur judiciaire, l'administrateur judiciaire est désigné. La tendance naturelle serait de couper court et de ne pas procéder à toutes les diligences. C'est souvent une erreur, on s'en rend compte après coup. Votre réponse nous intéresse d'autant plus que précisément, pardon pour la provocation, mais il n'est pas évident de comprendre qui est le client de l'administrateur judiciaire. Littéralement personne, car l'administrateur judiciaire est un professionnel libéral sans clientèle. Pour autant, il est important, bien évidemment, de ne pas perdre de vue qu'on est désigné, qu'on est là pour le sauvetage d'une entreprise. Donc je serais tenté de dire, si l'on retient le terme client dans une acception un peu large, que le client, c'est l'entreprise en difficulté. Il y a peut-être un deuxième client, toujours dans une acception assez large, c'est le tribunal, puisque c'est le tribunal qui nous désigne. Alors, on est l'extension du tribunal. Le tribunal nous fait donc confiance. Donc, il est important de veiller à préserver cette confiance. Donc, en quelque sorte, le tribunal, toujours dans une acception un peu large, peut être aussi, entre guillemets, le client de l'administrateur judiciaire. Je vous suis. Lors du dernier colloque de la JDE, le doyen de la section de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendait compte d'un affaiblissement du contentieux relatif aux procédures collectives. Alors certes, il est vrai que pour une large part, ce contentieux s'est déporté, ou en tout cas reporté sur la phase amiable. Il n'en demeure pas moins que ceci conduit à s'interroger sur la place de l'administrateur judiciaire dans ce contexte de baisse généralisée des procédures collectives. Autrement dit, êtes-vous inquiet ? Pas véritablement, parce que l'entreprise est un organisme vivant, donc comme tout organisme vivant, elle peut être malade. Et des entreprises en difficulté, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Le rôle de l'administrateur judiciaire, c'est justement d'intervenir dans ce contexte très particulier des entreprises en difficulté. Alors, c'est vrai qu'il y a un déport de la notion de difficulté. C'est vrai que le législateur
a mis en place une boîte à outils qui nous permet aujourd'hui d'intervenir sur des difficultés prises très en amont. Et c'est tout à fait souhaitable quand on voit notre capacité à redresser, à relever des entreprises quand cette difficulté est prise très en amont. Donc il faut simplement que notre image évolue. Nous ne sommes pas que des professionnels de l'entreprise qui subit un état de cessation des paiements, qui a connu un état de cessation des paiements, mais on est beaucoup plus des professionnels de l'entreprise en difficulté, en crise. Donc je crois que l'entreprise sous-performante peut aussi entrer dans le champ de l'intervention de l'administrateur judiciaire. Donc connaître l'état de cessation des paiements et intervenir dans ce cadre-ci, oui. Mais je crois que pour pouvoir bien traiter la sous-performance et apporter les bonnes réponses, il est important de savoir également ce qu'est une entreprise, ce que risque une entreprise si les remèdes qui sont apportés sont trop tardifs et qu'elle bascule en état de cessation des paiements. Donc inquiet pas véritablement, à condition de savoir faire évoluer notre métier et notre image. Ainsi assuré de la place de l'administrateur judiciaire, ne pourrait-on pas cependant évoquer la question relative à son changement de statut ? Si on retient une perspective de droit comparé, il est des États dans lesquels l'administrateur judiciaire est un agent de l'État. L'administrateur judiciaire, un fonctionnaire, qu'en pensez-vous ? Je crois que deux qualités essentielles sont attachées à notre statut actuel. C'est d'une part l'indépendance et d'autre part le sens des responsabilités. Je ne suis pas certain qu'avec une évolution telle que celle que vous évoquez là, on puisse maintenir ces deux aspects. Je vais vous répondre rapidement en deux questions, mais qui vous donneront des indications précises sur mon idée sur le sujet. Ne suis-je pas tenté, si je suis fonctionnaire, de privilégier l'état créancier? De la même manière, si mon risque est amorti, amoindri du fait de mon statut de fonctionnaire, mettrai-je la même diligence, la même implication dans l'accomplissement de ma mission? Je ne suis pas certain. La principale difficulté, vous l'avez évoqué dans le cadre des désignations facultatives de l'administrateur judiciaire, serait que le coût est effectivement supporté par l'entreprise en difficulté. Pour autant, au-delà de la question de la mutualisation évoquée de ce coût de l'administrateur judiciaire, est-ce que vous ne pensez pas que le fait pour l'entreprise de payer l'administrateur judiciaire justifierait peut-être que ce soit elle, l'entreprise, qui soit en charge de sa désignation ? Je crois qu'il est important aujourd'hui d'avoir précisément en tête que les efforts qui sont demandés à la collectivité des créanciers sont des efforts d'ores et déjà conséquents, puisqu'on gèle le passif pour une durée souvent relativement significative en période d'observation, et on leur impose ensuite des délais de paiement. Aller au-delà, sans adopter un profil libéral, aller au-delà en mutualisant plus avant les écarts de performance serait à mon sens aller un petit peu trop loin. Donc je ne suis pas favorable à cette mutualisation des coûts. Quant au choix de l'administrateur judiciaire par l'entreprise, je crois que le risque serait celui clairement d'un certain clientélisme qui pourrait s'installer, le choix pouvant se porter sur un administrateur pouvant effectivement répondre aux demandes de l'entreprise, ou se sentant peut-être contraint de répondre plus favorablement aux demandes de l'entreprise. Donc dans le cas d'une procédure collective, je n'y suis pas favorable. Le contexte est complètement différent évidemment dans le cadre des procédures confidentielles, mais dans le cadre des procédures collectives, je crois que le champ ne s'y prête pas. Merci Maître d'avoir répondu favorablement à notre demande et d'avoir ainsi porté votre expérience au service de ce MOOC. Merci à vous.